Bonjour. Donc, le titre annoncé est les 5 cycles de relations franco-américaines, mais par un type de formation. Je suis surtout spécialisée dans l'histoire protestante, donc je vais un petit peu biaiser sur les relations entre les deux continents, vues surtout du côté protestant. Coligny, en quête de nouvelles terres favorables à la colonisation et au commerce, à l'arrière-pensée d'installer au Brésil une colonie de protestants qui pourraient y exercer librement leur religion. Et voilà nos huguenots en Amérique. Les protestants français vont prendre une part très active aux premières expéditions du XVIe siècle à l'initiative de Gaspard de Coligny. La première expédition est commanditée sous Henri II vers le Brésil. Coligny en confie le commandement à Nicolas Durand de Villegagnon. Villegagnon, il y a un château de Villegagnon au sud de l'Aisne. Il venait peut-être de la région. En 1562, Coligny relance le projet d'une colonisation vers l'Amérique du Nord, en Floride cette fois-ci. Jean Ribaut part du Havre, secondé par René Goulaine de Laudonnière et le cartographe Jacques Lemoine de Morne. Ils atteignent une embouchure en avril et ils l'appellent la mai, du nom du nouveau mois. Selon le profil des embouchures, ils leur donnent des noms de fleuves français. On voit Charenta, Gironda, Garonna. Après la mort d'Henri IV, Champlain, qui était protestant, mais nouveau converti, a toutes les faveurs de Louis XIII. Et il en tire toute la gloire, alors que notre pauvre Dugas-de-Mons est complètement oublié. Champlain a été classé comme un fervent catholique, ce que dément son prénom biblique, Samuel, et son village d'origine, très protestant. La présence huguenote en Nouvelle-France a été complètement occultée par les jésuites, qui ont ensuite écrit l'histoire du Canada. Les historiens ont remis à l'honneur Dugas-de-Mons en 2004, lors des fêtes célébrant les 400 ans de la fondation du Québec en France par un timbre, que vous voyez en haut, et au Québec par un buste au sommet d'une colonne. Un nouveau musée de l'Amérique française a présenté au Québec une exposition intitulée « Une présence oubliée, les Huguenots en Nouvelle-France », qui révèle que 6 des 11 gouverneurs de la Nouvelle-France ont été Huguenots. Au nord de New York, une colonie de Huguenots, passée par le Nouveau-Palatinat, fonde le village de New Paltz, qui a particulièrement préservé son patrimoine. Les maisons sont en pierre, inspirées de l'architecture de l'Artois, dont ils étaient originaires, comme la famille Hasbrouck, venant de Hasbrouck. Les Dubois, les Lefebvre. Un petit temple a été rebâti selon un plan ancien, au milieu du cimetière, dont les tombes sont marquées par de simples pierres dressées. La ville mémorielle est entretenue par les familles des descendants, avec un centre de généalogie, une bibliothèque et l'organisation de fêtes folkloriques où les habitants costumés animent des reconstitutions des shops de métiers anciens, des forges, boulangers, cordonniers. Les Delano-Roosevelt, descendants de Lanoye, avaient leur maison dans les environs, à Hyde Park, dans l'État de New York, dans cette région. Les Huguenots fondent aussi Charleston, en Caroline du Sud, où il subsiste à ce jour la seule église huguenote indépendante conservant le rite calviniste. Une cinquantaine de familles huguenotes arrivent à bord du Richmond en 1585. Ils développent la culture de la vigne, du mûrier et de l'olivier. Le temple huguenot a été reconstruit en style gothique, évidemment ça n'est pas celui d'origine. Un culte en français y est célébré annuellement, le jour anniversaire de l'édit de Nantes, le 13 avril. Et la Société huguenote de Caroline du Sud est une des plus actives, veillant sur ses archives, un service de généalogie et une bibliothèque de 4500 volumes. George Washington descendait du huguenot Nicolas Marceau, qui était né à l'île de Ré, naturalisé anglais, arrivé en Virginie en 1620.
Ses descendants possédaient une des plus riches plantations de tabac à Mount Vernon, où se situe cette scène, où l'on voit Washington entouré de sa famille. Commandant en chef des insurgents, George Washington fut le premier président des États-Unis et donna son nom à une ville américaine. Il proclama que l'Amérique était prête à recevoir les opprimés, les persécutés de toute nation et de toute religion. À Yorktown, sur l'emplacement de la maison du huguenot Nicolas Marceau, fut érigée une stèle avec une plaque en bronze surmontée d'une croix huguenote. Beaucoup de descendants de huguenots, héros de la guerre d'indépendance, sont considérés comme les pères fondateurs des États-Unis et ont joué un rôle très important dans les destinées de l'Amérique et le développement de sa civilisation. Deux huguenots furent parmi les 5 signataires du traité d'indépendance des États-Unis, Henry Lawrence et John Jay, que Washington va nommer premier gouverneur de New York. On a dit que tous les présidents américains, à part Kennedy, descendaient de huguenots. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est tout à fait attesté pour les premiers, les Adams, Abraham Lincoln, les Roosevelt, Harry Truman. Trump n'est pas du tout huguenot. Sa famille allemande est arrivée sur le sol américain en 1962. C'est ça. À la fin du XIXe siècle, il y avait beaucoup d'Américains à Paris. Et des auditrices américaines assistent aux prêches du pasteur Charles Wagner, qui est libriste, non concordataire, et qui prêche dans une salle boulevard Beaumarchais. Et ces Américaines font connaître sa pensée libérale aux États-Unis et traduisent même son livre. Le président Theodore Roosevelt, descendant du huguenot, est séduit par la traduction du livre La vie simple, qui a été traduit par ces dames, et il invite Charles Wagner à la Maison-Blanche. Le pasteur s'y rend en 1904, fait une tournée de conférences dont le produit va lui permettre de construire le temple du foyer de l'âme, et il s'adresse à l'architecte Henri Choquet, qui est l'architecte du temple de Château-Thierry. Le 4 juillet 1917, jour de l'anniversaire de l'indépendance américaine, Pershing va se recueillir sur la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus. Son aide de camp, le colonel Stanton, chargé de l'allocution, prononce le célèbre « Lafayette, nous voilà », qui est le thème de notre fameux vitrail, que je peux peut-être un petit peu vous détailler. Donc, on y voit Lafayette entouré des 4 généraux français, Foch, Joffre, Nivelle et Pétain, qui accueillent Pershing, ou plutôt ses troupes. Pershing a débarqué à Boulogne, et là, le gros des troupes arrive à Saint-Nazaire. Et à gauche, on a pu identifier les 4 personnages, parce que vraiment, la technique n'est pas du tout la même. C'est très probablement un autre maître verrier qui a fait le vitrail américain. La composition est très accomplie. Il n'est pas exclu que ce soit les Burnand qui aient fait la composition, mais tous les personnages sont réalisés d'après photo. Ce sont vraiment des portraits. Il n'est pas signé et voilà. Ici, je voulais vous montrer Quentin Roosevelt. Je me suis longtemps demandé si ça ne pouvait pas être le personnage qui portait le drapeau à côté de Pershing. Je ne suis pas arrivée à l'identifier. Il ne ressemble pas au colonel Stanton, il ne ressemble pas vraiment à Quentin Roosevelt. Par contre, vous voyez la photo qui a inspiré la représentation de Roosevelt, absolument dans la même position, c'est une copie. Ici, nous voyons le caporal Sellier, à gauche, tout le groupe des poilus. Le premier, le caporal Sellier, qui a été le premier à signer l'armistice le 8 novembre en accompagnant les plénipotentiaires allemands à la Capelle. Ensuite, on voit le chasseur alpin qui est Bertrand Georgevigne, dont les mémoires ont été publiées récemment par les éditions Pellos. Très blessé, il avait perdu un œil, il ira aux États-Unis comme instructeur pour former les troupes américaines à la guerre de tranchées. Sous le drapeau, donc on voit encore
le pasteur Charles-Merle de Bigné, et ensuite le pasteur Gabriel Vernier, qui était en poste à Château-Thierry au moment de la construction du temple. Pianiste accompli, il fit en 1923 une tournée aux États-Unis avec des concerts de piano, et où il faisait une collecte pour l'orgue qu'il inaugura un an après le temple, en juillet 1925. Ce vitrail est difficilement classable dans les vitraux de la guerre. Il tranche par son caractère pacifique. Ces hommes sont au garde à vous, ils remplissent leur devoir. C'est tout à fait le même esprit que le monument qui domine Château-Thierry, où l'on voit la France et l'Amérique qui se tiennent par la main, l'une appuyée sur une épée, l'autre sur un bouclier. Le bleu est le symbole du souvenir français, le poppy au coquelicot, celui des Britanniques. Ils se côtoient souvent dans les plates-bandes estivales de Château-Thierry. J'ai pu prendre cette photo. Merci Monsieur Luthinger, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Monsieur Luthinger, nous nous sommes associés avec l'association des Amis du Temple, donc de Monod Château-Thierry, pour commémorer le centenaire de l'entrée en guerre de la force expéditionnaire américaine, donc l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Et donc dans la salle à côté, vous avez donc une présentation des premiers Américains qui sont arrivés en France. Donc je vous invite à venir les découvrir tout à l'heure. Moi je voudrais déjà féliciter Madame Luthinger pour son exposé, pour sa conférence, qui est un peu une animation en plus, je dirais, qui s'accorde dans cette quinzaine que nous avons consacré à cette exposition. Mais je voudrais moi revenir sur un point très important que j'ai découvert par justement la présentation du temple par M. et Mme Luthinger, un fait historique qui vous renvoie justement sur le vitrail que vous avez derrière vous, et particulièrement le soldat qui tient le clairon. Nous commémorons le centenaire donc de l'entrée en guerre des États-Unis, mais au-delà de ça, j'ai pu remarquer aussi que l'histoire des États-Unis et de la France, l'amitié qui règne entre ces deux pays, ne se fait pas sur un plan purement militaire, mais se fait aussi sur un plan culturel et artisanal. Je m'explique. Le clairon que vous avez dans les mains de ce soldat français est un clairon Gouénon. Et Château-Thierry, en 1827, a vu la société Gouénon apparaître, avec entre 1000 et 1500 salariés, je parle sous le contrôle, voilà, même plus, voilà. Et fort de cette anecdote historique, j'ai pris contact avec Ginette Ponson, qui est ici présente, qui est la directrice de l'entreprise Gouénon, donc une société qui existe depuis maintenant 173 ans. Et je lui ai proposé de renouer Gouénon avec l'histoire française, mais aussi avec l'histoire américaine. Et je lui ai proposé de symboliser cette histoire qui lie l'entreprise Gouénon au temple de Château-Thierry, mais aussi à l'histoire franco-américaine. Et pour ça, je vais laisser la parole à sa fille, qui assure la continuité de l'entreprise Gouénon aujourd'hui, qui est basée à Tombe-sur-Marne. Et je pense qu'elle a une belle chose à dire. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on vous offre donc ce clairon. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je vais peut-être pas être musicienne, mais est-ce que quelqu'un se souvient du clairon? Pour le garder au sein du temple et pour voilà. Parce faire un lien avec ce... Parce que le caporal Cellier est devenu tellement célèbre que bon, là il est caché, mais je l'ai retrouvé en figure Mocarex avec son clairon. Il figure sur des cartes postales. Alors les Américains avaient proposé au caporal Cellier de lui acheter son clairon, il n'a jamais voulu. Ensuite, de l'inviter aux États-Unis pour ressonner l'armistice, il n'avait voulu voyager. Et finalement, il a donné son clairon à au musée de l'armée. Et Gouénon lui avait offert un second clairon avec lequel il a inauguré une foule de monuments aux morts dans la région de Montbéliard. Parce qu'il était de la région de Montbéliard et il
Il a passé toute sa carrière chez Peugeot et Japli. Et tous les monuments autour de Montbéliard ont été inaugurés avec le son du clairon Quénon. Ben écoutez, c'est vraiment très... J'espère que si l'an prochain des Américains viennent visiter, il a une peut-être que quelqu'un pourra le faire sonner. Voilà. Ah, j'espère. Personne ne sait jouer du clairon. C'est extraordinaire. Nous sommes tout à fait émus de ce cadeau qui nous touche beaucoup. Justement, dans l'évocation historique qui nous ramène au vitrail qu'on a au-dessus de nous, donc c'est un peu un résumé de l'histoire, puisque sur le vitrail, on a la Lafayette, on a Pershing et le clairon. Et maintenant, nous avons le clairon en vrai. Donc, si vous voulez, nous sommes très, très touchés. Nous serons donc les dépositaires de ce clairon. Et ça renforce le caractère mémorial de ce temple. Voilà, nous sommes tout à fait touchés de ce cadeau. Et nous remercions encore Madame Plançon et l'entreprise Quénon, donc qui continue ses activités et qui continue à fournir, je crois, une grande partie, ou même la totalité, des instruments à vent de l'armée. Dès qu'on parle à un musicien de Quénon, tous les cuivres viennent de chez vous, je pense. Voilà. Encore tous nos remerciements